à tous, bienvenue. Donc ce webinaire répond à plusieurs missions de l'Agence du numérique en santé, créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé et assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets numériques d'intérêt national. Alors, Anne, je te laisse la parole. Merci. Donc, on va vous présenter l'équipe qui a été mise en place en début d'année à l'ANS pour l'accompagnement au déploiement de l'interopérabilité au sein de la direction des territoires et de l'expérience client, qui est constituée donc de Anne Laurin, que vous avez vu, qui a fait les premières présentations et qui est responsable de mission à l'ANS, Nemanja Milenkovic, qui est responsable, lui, des déploiements territoriaux, et moi-même, donc responsable de mission. Donc, nos principales missions sont de promouvoir l'interopérabilité de l'offre à l'ANS, l'accompagnement des territoires sur les sujets d'interopérabilité et d'identifier les nouveaux besoins ainsi que les suivis d'expression de ces besoins et être le relais de l'interopérabilité entre les territoires et les pôles concernés de l'ANS. Bien, donc nous avons un programme très dense, donc je vais passer d'abord sur une première partie évidemment pour revenir sur la doctrine, comment elle est constituée et notamment le sommaire de cette V 2020. Ensuite, la démarche d'opposabilité. Puis, nous aurons le point que beaucoup attendent sur l'intervention Ségur. Et on déclinera à partir de 15 heures les chapitres de la doctrine autour de l'interop et des services socles INS, ProSanté Connect, MS Santé et DMP. On se concentrera rapidement sur les outils de test de l'espace d'interop, le centre de gestion des terminologies de santé, le serveur multiterminologie et modèle et nomenclature des objets de santé. Vous allez pouvoir poser vos questions au travers du chat, donc merci de passer par ce biais pour pouvoir les poser de façon courte si possible et évidemment on les posera, on les prendra au moment venu. Donc, la doctrine technique du numérique en santé, comme vous le savez, elle a pour objectif de décrire le cadre technique et d'urbanisation dans lequel devront s'inscrire les services numériques d'échange et de partage de données de santé. Et ces échanges, évidemment, données de santé, mais aussi le secteur médico-social qu'on adresse au travers de cette doctrine. Alors, on va passer rapidement sur ce slide. On va aller au suivant directement, comme on est un petit peu pressé par notre programme. Alors, le sommaire de cette V 2020, donc comme vous le voyez, il est assez dense. Évidemment, l'ensemble des thématiques ont été revues. On a intégré aussi de nouveaux chapitres. Donc, la feuille de route des priorités 2021, où sur une page, on vous donne justement l'essentiel à retenir sur cette année. La présentation de la démarche d'opposabilité sur laquelle on va revenir au cours de ce webinaire, la partie Urba DSI de santé, Interop et PGS-SIS, donc ça va être dans nos thématiques. Et puis, il y a un très gros chapitre qui a été complètement refondu et complété sur l'identification électronique et les contrôles d'accès. Donc, on va en parler en partie lors du webinaire ainsi que côté service numérique socle, le DMP, les messageries sécurisées de santé. Au cours de cette V 2020, on a également largement complété la partie espace numérique de santé, enfin maintenant mon espace santé, mais comme c'est la V 2020, on était sur l'ENS, mais on se mettra à jour évidemment sur la V 2021. Et puis un nouveau chapitre aussi en fin de doctrine qui a été intégré sur la feuille de route e-santé de l'Union européenne et la prise en compte des recommandations internationales. Donc, la doctrine, très vite, la structure des chapitres, pour bien comprendre. Donc, on essaie d'avoir toujours la même structuration avec les éléments de doctrine et de trajectoire, la synthèse des actions clés, un nouveau chapitre qu'on avait fait apparaître avec une synthèse des impacts côté MOA et côté MOE, où on essayait vraiment de vous orienter dans les premiers travaux, dans les premières actions à avoir, et puis pour en savoir plus, pour avoir justement plus d'informations. On a un certain nombre d'outils dans cette doctrine. Donc d'abord, une synthèse voilà, sur quelques pages qui peut vous permettre de prendre de premières informations sur l'ensemble des thématiques. Un macro-planning 2021-2023, la feuille de route des priorités 2021, j'en ai parlé tout à l'heure, le schéma d'architecture cible, et puis en fin de doctrine dans les annexes, vous avez une synthèse
des principales évolutions entre la V2019 et la V2020. Donc là, on va vous présenter un petit rappel de la définition d'interopérabilité qui se présente sur plusieurs niveaux, le juridique, l'organisationnel et le sémantique. En parallèle, dans les volets du CISIS, il y a les spécifications fonctionnelles des échanges que vous allez retrouver. Et pour la partie sémantique, les modèles objets ainsi que les méthodes et terminologies. Pour la partie sémantique et technique, dans les volets du CISIS, vous allez trouver à la fois les normes et standards pertinents ainsi que les spécifications techniques. Alors, la présentation de la démarche d'opposabilité, pour ceux qui ont suivi les webinaires généralistes doctrine, on en a parlé et c'est une bonne introduction au point qui va suivre. Donc, sur le plan réglementaire, cette démarche, elle s'appuie sur les textes suivants, l'article L 1110-4-1, qui va nous permettre de rendre opposables les référentiels d'interopérabilité et de sécurité, et l'article 1110-4-2, qui permet de rendre opposables les procédures d'évaluation et de certification de la conformité au référentiel d'interopérabilité et de publier les solutions conformes. Donc, cette démarche elle va se focaliser dans un premier temps sur les référentiels qui concernent les briques et cas d'usage Ségur qu'on va aborder tout de suite. Donc, cette présentation qui va suivre est donnée par Jean-Baptiste Lapéry et Emmanuel Clout. Donc, on va avoir 20 minutes de présentation et puis suivront 30 minutes de questions-réponses. Du coup, je vous invite à indiquer au fil de l'eau vos questions dans le chat. On les prendra d'ici 14h30. Merci. Oui, bonjour à tous, Jean-Baptiste Lapéry, délégation numérique en santé. Et je suis plus particulièrement au niveau du Ségur sur les task force hôpital et aussi les sujets techniques transverses. Donc, on va essayer de présenter de manière rapide, mais aussi la plus complète et aussi intelligible possible avec Emmanuel, ce que comprend le Ségur et quelles sont les fondations sur lesquelles s'appuie le Ségur, et avec ce focus partie interopérabilité, donc référentiel sur les briques socles. Ce transparent permet de présenter l'ambition et la dynamique du Ségur, avec au cœur, on le voit sur la figure de gauche, le patient, qui est au cœur des échanges et des travaux, le Ségur se focalisant sur justement des échanges de documents de santé au profit du patient, avec des interactions, comme on le voit, qui comprennent aussi bien la médecine de ville, mais aussi l'établissement de santé, la partie biologie médicale, radiologie, et aussi le médico-social et à venir la pharmacie. Donc l'idée, c'est de fluidifier les échanges de documents entre toutes ces entités, mais des documents qui concernent le patient au profit du patient, aussi des professionnels de santé, mais vraiment avec un focus le patient. Patient, on le voit, qui pourra le consulter via le DMP, mais c'est aussi indiqué via la messagerie de santé avec l'arrivée de la messagerie citoyenne dans l'ENS. Le Ségur, ce n'est pas de redévelopper ou de partir sur des investissements, des développements connexes à part à côté de la doctrine technique numérique. C'est au contraire d'accélérer la mise en œuvre de cette doctrine technique du numérique, d'accélérer le déploiement des briques socles qui vont permettre après de pouvoir déployer facilement des services à valeur ajoutée. Ces briques socles, on les voit, elles sont sur la droite. C'est l'INS, donc avoir une entité nationale de santé, permettant de référencer et d'échanger des documents avec cette identité, et permettre de référencer le patient. C'est la capacité d'échange, partage de documents de santé, donc messagerie sécurité de santé et DMP, mais c'est aussi l'implication des professionnels de santé avec ProSanté Connect. J'avance sur la partie financement. Donc là, on va essayer d'aller très très vite pour se concentrer après sur les référentiels. Ce qui est important de savoir, dans le parti Ségur, il y a plusieurs financements. L'idée, c'est le premier financement, c'est le financement et l'équipement. Donc l'ambition, c'est de pouvoir avoir des logiciels qui correspondent aux ambitions du Ségur, donc labellisés Ségur, et qui sont après acquis et déployés par les acteurs de l'offre de soins. Dans les documents qui sont importants pour ce financement et l'équipement, on va se focaliser sur celui de gauche, les dossiers spécifiques de labellisation, c'est-à-dire l'ensemble des exigences auxquelles doivent répondre les logiciels de façon à pouvoir être labellisés Ségur et donc pouvoir être après bénéficier des financements et être acquis, déployés, mis en œuvre par les acteurs de l'offre de soins. Ces DSL comprendront les exigences, mais aussi les modalités de l'habilitation, c'est-à-dire quels vont être les processus, les calendriers, mais aussi les modalités précises de contrôle des logiciels par rapport aux exigences qui ont été exprimées dans les DSL. Sur la partie calendrier, donc là aussi on va faire
rapidement, ce qui est important à retenir sur ce graphique très, très compliqué, c'est de bien voir qu'il y a des calendriers qui sont à peu près alignés, on le voit, entre l'ensemble des task force, qui correspondent enfin aux différents secteurs. Et surtout, ce qui est important à voir, c'est la notion de plusieurs vagues. Alors, ça ne va pas nécessairement au premier coup d'œil, mais on le voit avec les petits hexagones qui sont sur DSL, appel à financement. On voit qu'on en a en 2021 et 2022. Donc, sur la durée du Ségur, qui est jusqu'à fin 2023, il a été retenu d'y aller de manière incrémentale avec 2 paliers. Donc, un palier rapidement maintenant, ce qu'on va appeler la vague 1, de façon à permettre un deuxième palier de déploiement à partir de 2022, de façon à éviter l'effet tunnel, à enclencher rapidement des déploiements et commencer à apporter de la valeur ajoutée et ne pas attendre juste fin 2023 pour avoir cette valeur ajoutée. Surtout, l'idée étant d'être en lien avec le déploiement de l'ENS et l'ouverture de l'ENS au 1er janvier 2022 et avec les générations de l'opt-out patient, d'avoir la génération normalement de l'ensemble des ENS pour les citoyens vers la fin du mois d'avril. Donc, ce qui est important à retenir, et dans les exigences, c'est ce qu'on va voir après, c'est bien cette notion de vague, donc d'aller rapidement, un premier incrément, là maintenant sur 2021 jusqu'à mi-fin 2022, pour après avoir un deuxième incrément. Et sur ce premier incrément, et ça fait la transition avec le transparent suivant, l'idée c'est de se focaliser fortement sur le fait, on l'a vu tout à l'heure, la transmission des documents concernant le patient via la messagerie sécurité de santé ou en alimentant le DMP du patient. Et là, je laisse du coup la parole à Emmanuel. Oui, merci Jean-Baptiste. Bonjour à tous. Donc oui, là pour un peu préciser déjà dès maintenant en fait le contenu de ces dossiers de spécification de labellisation Ségur par couloir. On a deux documents là. Enfin, il y a les 2 slides qu'on va présenter là, plus un tableau Excel en PDF là qui est en lien sur l'actualité. Ségur sur la première page du site de l'ANS et qui liste déjà tous les référentiels qui vont être exigés par couloir. Sachant que dans les DSL, dans ces dossiers de spécification de labellisation, il y a des exigences dites un peu fonctionnelles qui vont être des exigences qui peuvent être par exemple mettre des mentions RGPD dans un courrier envoyé en PDF par exemple. Et qui ne sont pas exactement aujourd'hui dans les référentiels qu'on connaît du cadre d'interopérabilité, de la DMP compatibilité ou encore qui peuvent être aussi faits parfois par Interop Santé. Il y en a qui viennent d'Interop Santé. Et d'où des exigences fonctionnelles un peu complémentaires qui vont être dans ces DSL. Celles-là, elles sont en cours de rédaction, donc on ne peut pas vous les donner. En revanche, tout ce qui est référentiel type cadre d'Interop ou sécurité, comme ça, on a déjà ou INS, comme on a déjà les référentiels, on vous en donne la liste dans le tableau qui est donc joint à l'actualité sur la première page du site de l'ANS et qu'on voit juste après. Avant ça, par couloir, pour essayer de décrire un peu le périmètre qui va être exigé. Donc, on est bien organisé par couloir et par exemple, là, pour l'hôpital, vous avez dans la première colonne quels sont les logiciels qui vont être ciblés par ces DSL, quels sont les logiciels qui vont devoir être conformes à ces DSL. Donc, pour l'hôpital, on a identifié la gamme, les DPI et les plateformes d'intermédiation. Pour ces trois logiciels, enfin surtout le DPI et la PFI, ils vont être en capacité d'intégrer des comptes rendus d'examen de biologie conformes au cadre d'interopérabilité, donc CDR de niveau 3 structuré, et des comptes rendus d'examen d'imagerie au niveau non structuré, CDR de niveau 1. Et ils doivent être en capacité d'exporter les lettres de liaison et les comptes rendus d'hospitalisation au niveau CDA N1 et aussi d'envoyer les ordonnances par PDF, au format PDF. Ce qui veut dire qu'en termes de spécification et d'exigence en termes de cahier des charges et de spécification, il faudra être conforme à la DMP compatibilité par rapport à la dernière version du guide d'implémentation du DMP, la version 2.40, être conforme aussi sur la partie messagerie sécurité de santé en client de messagerie, intégrer les référentiels INS et ProSanté Connect. Voilà. Pour la radiologie, donc là, ce DSL, il va
s'adresser aux éditeurs de systèmes d'information de radiologie, les RIF. Et là, en termes de données intégrées, pour l'instant, on n'en a pas encore, on n'en a pas identifié. Par contre, en termes d'export, c'est évidemment produire le CDR2 niveau 1, le compte-rendu d'examen d'imagerie non structuré, quoi. Et en termes de spécifications, on retrouve en fait les mêmes que celles du couloir hôpital cité précédemment. Sur la biologie médicale, donc là, il y a deux DSL. Alors, il y en a un qui est un peu proche aussi des précédents, hein, qui s'adresse au système de gestion de laboratoire de biologie médicale, et un autre qui s'adresse ce qu'on a appelé les transcodeurs Low-Inc. En clair, c'est pas réellement des éditeurs, c'est plutôt des sociétés de services qui vont aider les laboratoires de biologie médicale à transcoder leur catalogue d'examens d'imagerie qui portent aujourd'hui des codes locaux pour que ce soit transcodé avec le bon code Low-Inc, qui est la terminologie de codage des examens de biologie médicale et qui permet l'interopérabilité et le compte-rendu d'examen de biologie, qui donc, lui, est exigé comme compte-rendu à exporter par les systèmes de gestion de laboratoire. Je ne détaillerai pas après il le faut à la fois en CDR2 niveau 3 et en CDR2 niveau 1. Et quand c'est échangé par messagerie sécurisée de santé, il faut en plus le PDF dit nu. Ça, c'est pour que lorsque, par exemple, le compte-rendu doit être lu par une infirmière ou un infirmier qui est en mobilité, qui n'a pas forcément toute la solution pour dépioter la pièce jointe qui est au format CDR de niveau 3, elle puisse quand même le lire, quoi, voilà. Et en termes de spécification, comme ça, à grosse maille, c'est exactement les mêmes aussi que sur les autres couloirs, sauf en plus l'appel contextuel pour consulter le DMP. Voilà, c'est le rectangle coupé en deux, là, vert. Après, il y a deux autres couloirs sur le slide suivant. Ah ben non, il n'y en a qu'un, c'est médecine de ville. Donc la médecine de ville. Sur la médecine de ville, en termes ça s'adressera à tous les logiciels de gestion de cabinet au sens large, cabinet de ville, maison de santé, cabinet de groupe. Il faudra la capacité pour ces logiciels à intégrer les comptes rendus d'examen de biologie niveau 3, évidemment, qui auront été produits par les logiciels de SGL, les comptes rendus d'examen de radiologie qui auront été produits par les RIS, les ordonnances de sortie qui viendront des établissements et le volet de synthèse médicale qui aura pu être partagé par un autre médecin traitant qui ne fait pas partie de ce cabinet. Et en termes d'export, donc là, il y a la e-prescription, alors on l'appelle multimodale ou unifiée, mais enfin, c'est la dernière version de e-prescription du projet CNAM. Il y a le dépôt de cette e-prescription au format CDA niveau 1 dans le DMP, les lettres de suivi, les certificats de sport et de handicap et le volet de synthèse médicale au CR2 niveau 3. Et en termes de spécification, donc là, on se retrouve avec là aussi DMP en alimentation, en consultation, mais là de façon intégrée. La partie messagerie sécurisée de santé, INS, ProSanté Connect, pardon, et l'API, l'application Carte Vitale, qui est un référentiel du GE Sésame Vital, et c'est le projet AppCV, quoi, la dématérialisation de la carte vitale et l'accès aux différents téléservices à partir de cette carte vitale. Voilà, je crois que, voilà, en quelques mots, la description du contenu de ces couloirs. Et là, vous avez un niveau un peu plus détaillé, mais qu'on ne va peut-être pas passer là. C'est la liste de tous les référentiels. Et vous avez après en colonne, donc ça en ligne, il y a les référentiels, et en colonne, il y a les couloirs. Quand il y a oui, bien, ça veut dire qu'il sera exigé. Vous avez le lien aussi vers les référentiels quand ils sont publiés. Il y en a quelques-uns qui ne sont pas encore, mais il y a déjà pas mal, quoi. Voilà. On va enchaîner sur les 4 services socles avec les éléments de la doctrine V2020 et les éléments d'interop qu'on peut mettre en face sur notre dernière demi-heure Nemanja. Je te laisse la parole.
Merci Anne, merci pour toutes ces explications. On va essayer d'être succinct. Donc ici, c'est une réédite pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de suivre donc, les différents webinaires qui ont eu lieu sur la doctrine. Donc charge à moi de vous présenter donc, le chapitre urbanisation des systèmes d'information de santé. Et donc dans ce cadre-là, dans le cadre donc, de la doctrine d'urbanisation sectorielle, qui a pour objet donc, de porter les grands principes d'urbanisation qui sont aussi bien applicables au secteur médico-social, médico-administratif et sanitaire. Une publication a eu lieu donc, en 2019 qui cadre justement le cadre d'urbanisation sectorielle. Je me suis permis de vous rajouter donc, le lien pour trouver sur cette slide pour pouvoir accéder à ce document. Je vais peut-être essayer de gagner un peu de temps puisque vous aurez les slides à disposition sur les impacts MOA et MOE. Donc, je vous laisserai prendre connaissance et nous sommes bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions qui pourraient se poser. J'enchaîne très vite. C'est rapide. Hein. Donc, sur l'interopérabilité des systèmes d'information de santé, donc toujours dans le cadre de la doctrine, il a été acté donc, une stratégie d'interopérabilité technique et sémantique pour les systèmes d'information sanitaires et médico-sociaux. Et donc, dans ce cadre-là, une nouvelle gouvernance a été proposée pour l'interopérabilité des systèmes d'information sanitaires et médico-sociaux depuis 2020. On a aussi donc une distribution gratuite des terminologies et autres ressources sémantiques via le serveur multi-terminologique d'ISMT qui est géré par le Centre de gestion de terminologie de santé au sein de l'ANS, également depuis 2020. Et comme toujours, donc, nous avons bien entendu l'élaboration de publications du volet de contenu référentiel d'interopérabilité qui, bien sûr, produit toujours des volets et ça depuis 2010. En nouveauté, donc, on parlait notamment de moyens de test, donc il a bien été mis à disposition donc, un espace de test d'interopérabilité via la plateforme Gazelle depuis octobre 2020. Et donc, on a aussi donc, une politique volontariste donc, pour faire bien appliquer ces volets de contenu, ce qu'on a pu évoquer dans les différents couloirs Ségur, et ça sur toute l'année 2021. Voilà. Et pour rajouter un peu tout ça, donc, il y a bien sûr une représentation de la France auprès de ces instances internationales de l'interopérabilité et de la normalisation, de HC7 et HE. Voilà. Et donc, même principe pour les impacts MOA, je vous laisserai relire tout ça et revenir vers nous si des questions se posent. Merci Nemanja. Donc, concernant la politique générale des systèmes d'information de santé, cette PGSSIS se compose de deux types de documents, des référentiels et des guides de bonnes pratiques pour fixer et décrire les exigences de sécurité des systèmes d'information, notamment sur l'identification électronique des acteurs, on va y revenir, des secteurs de la santé, du médico-social et du social, l'identification électronique des patients et usagers, la force probante des documents de santé, avec un référentiel qui a été publié en mars dernier, et le renforcement technique du niveau de sécurité. Alors, on va passer à la partie donc service socle INS. Alors, avec ce que nous dit la doctrine, donc les grands objectifs du chapitre identification électronique sont d'assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l'accès à leurs données de santé et de faire monter l'écosystème en maturité, un écosystème qui était assez hétérogène sur cette thématique, de faciliter pour les usagers l'accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces services, de rendre ça plus fluide, de décharger les fournisseurs de services de l'identification électronique au profit d'un nombre réduit de fournisseurs d'identité, délivrant et maintenant les moyens d'identification électronique. Et puis, promouvoir les répertoires de référence dans l'identification des acteurs, le répertoire donc INS, RPPS et FINES, pilier de l'interopérabilité. Alors, l'identification électronique des usagers est donc le référentiel avec leur identité INS. Donc, cette identité INS, elle devient le pivot des échanges de données de santé entre les acteurs de santé. Depuis le 1er janvier 2021, le référencement des données de santé avec l'INS est obligatoire pour les acteurs de la prise en charge. On a là actuellement, je pense qu'on est peut-être un tout petit peu au-dessus, 68 solutions autorisées à date via le CNDA.
Et puis là, vous pourrez consulter en effet sur le support les impacts côté MOA et côté MOE. On a également des grands jalons avec, à partir notamment du 1er janvier 2023, un objectif d'atteinte d'un niveau de garantie équivalent IDAS, donc le référentiel européen pour l'identification électronique, un niveau faible mais renforcé. Et d'ici 2026, il faudra atteindre un niveau substantiel. Pardon. Donc, les référentiels de CISIS par rapport à l'INS, donc cette annexe répond aux besoins de véhiculer l'INS dans les échanges de données qui s'appuient sur les standards d'interopérabilité en santé. Donc, les volets du CISIS sont basés sur ces standards. Ils spécifient, suivant leur cas d'usage, comment véhiculer les identifiants des personnes ainsi que leurs éléments d'identité désignés traits d'identité par la suite. Par sa nature d'identifiant de personne, l'INS est inclus dans les spécifications ainsi que les traits d'identité. Donc, dans cette annexe, les informations complémentaires du RMIV sont les suivantes. Donc, le premier prénom de naissance qui constitue avec les informations de l'INS, les traits stricts d'identité dont le recueil est obligatoire, le nom utilisé également obligatoire lorsqu'il est différent du nom de naissance, et le prénom utilisé obligatoire lorsqu'il est différent du premier prénom de naissance. Les annexes recouvrent les échanges d'identité qualifiés et les échanges d'identité non qualifiés. Nemanja, c'est à toi. J'essaye de résoudre a priori mon petit problème de micro. C'est parfait, là, on t'entend très bien. Bah écoute, c'est super, je vais tenir ça comme ça. Donc, les référentiels donc, qui sont afférents, les référentiels afférents donc, du CISIS pour l'INS. Donc ici, on retrouve donc un petit tableau qui référence en fonction des différentes normes, différents profils issus des normes, donc les impacts sur les volets. Donc ici, on peut retrouver sur la HSLV3. Donc pour le CDR-R2, donc ces impacts sont référencés au niveau du document qui se nomme structuration minimale des documents de santé, qui a pour vocation d'acter toutes les structurations de métadonnées pour ces documents. On a aussi donc dans le domaine patient administration, même principe, et là toutes les modifications et impacts sont bien notés donc dans le gestion de dossiers patients partagés. Pour le HS7 Fire, donc, on se réfère donc, au standard Fire sur sa version 4. Et dans IHEPAM, donc, pour les flux HS7V2, on retrouvera donc tous ces impacts dans l'extension française du profil IHEPAM, donc Patient Administration Management. Et pour l'IHE XDS et XDM, donc, qui a vocation à être utilisé dans le cadre de la messagerie, là, on retrouvera donc tous ces éléments donc, dans les documents, échange de documents de santé pour XDM et dans l'annexe pour les liens d'en-tête avec les métadonnées XDS. Voilà. Et donc, mise en œuvre de l'INS par le profil PAM, suppression de l'INS, donc maintenue par Interop Santé pour le profil PAM. Merci Nemanja. Je t'en prie. Alors, on va passer à ProSanté Connect. Donc, on en a parlé un petit peu. Donc, l'identification électronique des acteurs de santé, personnes physiques et leur identité RPPS. Donc, pour faciliter la mise en œuvre de l'identification électronique, l'État propose un fédérateur de moyens d'identification électronique, ProSanté Connect, similaire à France Connect pour les usagers. À horizon janvier 2023, le fédérateur ProSanté Connect est obligatoire, non exclusif d'autres fournisseurs d'identité pour tous les services partagés ou intégrant des services partagés ou faisant l'objet de connexions externes, donc correspondant de ville, par exemple, se connectant au système d'information d'un établissement, accès par un portail web aux applications d'un établissement. Actuellement, on a 146 270 ICPS actives en circulation. Il y a eu un gros boom du fait aussi de la crise sanitaire, puisqu'on a largement dépassé l'objectif initial d'atteinte qui était fixé à 100 000 ICPS. Et donc, le RPPS est la base de délivrance des moyens d'identification électronique, carte CPS et application mobile ICPS.
Donc, ProSanté Connect pour sécuriser la prise en charge des patients. Donc, la ICPS, hein, c'est une carte dématérialisée. Hein, elle vous permet, grâce au système ProSanté Connect, de vous authentifier de manière forte à plus d'une 50aine de services à l'aide d'un smartphone. La seule différence avec une carte physique, c'est que la ICPS ne vous permet pas actuellement de signer électroniquement des documents. Donc, on vous a mis un certain nombre d'informations. Là, notamment, vous pourrez vous y référer sur le site isanté.gouv.fr, hein, sur la page du replay du webinaire. Donc là, vous aurez tous les éléments pour savoir comment vous raccorder à ProSanté Connect. On vous a mis également un certain nombre d'informations, hein, pareil, complémentaires. Donc, les contacts techniques utiles justement pour vos intégrations avec ProSanté Connect. Et puis, certaines questions qui reviennent assez souvent et auxquelles voilà, on vous a déjà mis quelques premiers éléments de réponse. Donc, les messageries sécurisées de santé. Donc ça, c'est un autre des services socles prioritaires. Donc le service MS Santé permet de faciliter les échanges et d'améliorer la coordination des soins, notamment entre professionnels de santé du social, du médico-social, de la ville et de l'hôpital, de protéger la responsabilité des professionnels de santé et les données des patients, et d'optimiser la prise en charge du patient. Donc, à horizon 2022, on a un certain nombre de cibles, notamment couvrir l'ensemble des professionnels et des structures de santé du médico-social et du social, afin de favoriser la coordination dans le cadre de la prise en charge des usagers, de permettre à un professionnel exerçant en établissement de santé ou en ville d'échanger de manière sécurisée avec un usager du système de santé depuis mon espace santé. Hein, on essaie de prendre le nouveau vocabulaire donc qui prend lieu et place de l'ENS, et de permettre l'interopérabilité et la sécurité des différents types de messagerie professionnelle de santé. Donc sur un petit peu aussi l'actualité là par rapport au référentiel, là on en parlait précédemment. Comment intégrer l'espace de confiance MS Santé? Donc vous allez avoir deux documents principaux qui ont évolué. Donc le référentiel opérateur, le premier référentiel que vous voyez en bleu, donc va être publié dans sa nouvelle version 1.4 dans les prochains jours, afin notamment de permettre l'échange avec les usagers. Donc pour absorber justement l'arrivée des messageries usagées, on a fait évoluer ce référentiel. Et puis un second référentiel, donc le référentiel éditeur en rose, qui est la fusion du référentiel interface opérateur client de messagerie et du guide de normalisation des échanges, donc qui vont devenir justement un seul et même référentiel, co-construit avec plusieurs groupes de travail, incluant des opérateurs et des éditeurs, pour justement mieux intégrer les messageries sécurisées de santé avec des exigences d'interface et de structuration des messages. Donc celui-ci sera publié plutôt mi-2021. Alors, le DMP, donc le dossier médical partagé, pour le partage des documents et constantes de santé. Donc, on en a beaucoup parlé. Alors, qu'est-ce que nous dit la doctrine? Donc, la doctrine V2020 nous indique que le DMP, donc clé de voûte de l'espace numérique de santé, donc de mon espace santé, porte en son sein les réponses conformes aux exigences de sécurité nécessaires, donc pour le stockage et le partage des données de santé. Donc, l'ENS assurera l'articulation de l'ensemble de ces fonctionnalités, DMP, messagerie, agenda, store. La loi organisation de la transformation du système de santé prévoit donc le couplage de l'ENS et du DMP par la création systématique à l'ensemble des usagers en janvier 2022. Donc, ça veut dire que vraiment au 1er janvier 2022, l'ensemble des usagers va se voir créer son ENS, mon espace santé, intégrant donc la brique DMP. Donc, pour tous les DMP déjà créés, évidemment, il y a bascule. Et pour les autres usagers, il y a création automatique. Donc, pour l'ouverture de mon espace santé, là, il sera nécessaire que tous les acteurs de santé concernés inscrivent dans le DMP notamment
le volet de synthèse médicale, les comptes rendus de biologie, d'imagerie, ainsi que le compte rendu d'hospitalisation. Et là, encore, évidemment, on est bien sur la doctrine V 2020 et vous voyez les compléments dont on a parlé lors de l'intervention sur le Ségur. La loi accélération de la simplification de l'action publique prévoit l'élargissement aux professionnels et structures sociales et médico-sociales de l'accès en consultation et en alimentation au DMP. Donc ça, c'est très important pour justement favoriser les usages et la coordination des soins. Némania, je te laisse la parole. Alors j'espère que ça fonctionne pour le coup, hein, encore une fois. Donc ici, c'est le référentiel donc, du CISIS qui sont afférents donc, à la couche service. Et donc, on retrouve dans cette couche service deux documents qui sont donc le volet partage de documents de santé, donc qui sont plutôt destinés effectivement à l'alimentation donc du DMP, et donc sont spécifiques entre les interactions donc d'un système cible stockant et indexant et mettant à disposition des documents de santé à caractère personnel, donc clairement le DMP, et un système initiateur fournissant des documents en création comme en mise à jour. Donc, les spécifications techniques de ce volet se déclinent en deux versions. Une version historique qui est le partage de documents de santé basé sur un profil XDS d'IHE, et une version pour le cas d'usage en mobilité, donc partagé, partage de documents de santé en mobilité, donc qui est basé sur un profil MHD d'IHE. Et donc, concernant le volet d'échange de documents de santé, donc qui est plus afférent à la messagerie, pour le coup, donc ce volet spécifie la couche service, un système initiateur qui envoie des documents de santé à un système cible via une messagerie électronique, et un système cible qui reçoit des documents de santé, un système initiateur via messagerie électronique. Donc, les documents de santé ainsi que les métadonnées sont inclus dans une pièce jointe du message. Donc, selon la logique qui a été développée donc, par le profil IHE du domaine ITI XDM, et donc une pièce jointe contenant les données de santé concernant plusieurs patients ou ne renfermant pas de données de santé et hors du périmètre de ce volet. Et donc, le lien entre l'entête CDA et les les métadonnées XDS sont contenus donc, dans une annexe qui indexe donc, bien la correspondance entre les données d'entête d'un document CDA défini dans le volet cité précédemment, donc structuration minimale des documents de santé, et les métadonnées XDS définies dans le volet partage des documents de santé. Donc le centre de gestion de terminologie de santé donc, que j'avais mentionné précédemment, qui maintient donc, le SMT, donc, qui a vocation à mettre en place donc, un service de gestion et de diffusion des terminologies de santé via le serveur multiterminologique. Et donc, l'idée, c'est que ici, vous avez donc l'adresse qui est au milieu du cube, qui permet donc d'aller voir aujourd'hui la première version de ce SMT, qui lui propose donc toute une catégorie donc, de terminologie de santé, type SIS, type SISP2, destiné plutôt à l'exercice de ville, la LOI qu'on a évoqué précédemment donc pour la structuration des comptes rendus de biologie, et bien d'autres terminologies. Donc l'idée de ce SMT, c'est de l'adosser aujourd'hui à un cercle d'utilisateurs, aussi bien professionnels de santé, industriels, etc., pour pouvoir justement permettre l'amélioration, la correction et l'évolution par le biais d'affiner les cas d'usage de ce serveur multiterminologie pour permettre justement de mieux fournir les ressources sémantiques nécessaires à l'écosystème. Donc on retrouve ici aussi le NOS, donc les nomenclatures des objets de santé, qui permettent justement la structuration des données d'entête évoquées dans la slide précédente, portée par le volet structuration minimale. Alors, modèle de nomenclature des objets de santé, le MOS et NOS. Donc, le NOS évoqué précédemment donc, permet justement de structurer donc, les modèles d'objets de santé, donc, qui sont en fait des concepts qui sont décrits dans des sortes d'objets, on va dire, de modèles d'objets. Et donc ici, on retrouve à l'intérieur de ça nous permet donc de structurer, quand on fait effectivement la modélisation de nos volets de contenu, donc métier. Grâce au MOS, on arrive à standardiser donc, des briques comme la brique patient, la brique établissement, des briques professionnelles de santé. Et donc tout ceci est alimenté via un NOS. Et donc ce NOS regroupe tous les éléments sémantiques nécessaires à la structuration donc, des différents attributs de ces classes qui sont créées.
je ne sais pas ce que je peux dire de plus, à moins qu'il y ait vraiment des questions spécifiques là-dessus, mais bon, c'est un peu notre tambouille interne, le MOS et le MOS. Voilà. Les outils tests, c'est encore moi? Ouais. C'est Anne. Oui. Je ne sais plus si c'était vert ou bleu pour moi, tu sais, ça change tout le temps de couleur. Donc oui, vous allez tous avoir un code couleur. Hein. Oui, en plus, attends, il y avait une question donc, sur la Siemens, quid des référentiels français, CIF, etc. La classification internationale fonctionnelle. Alors oui, la Siemens est en cours de travaux et traduction par le Centre de gestion terminologie de santé. Donc c'est en cours de traduction de notre côté et ça intègre effectivement une partie des éléments, alors pas forcément la CIF, hein, puisque ça a été travaillé notamment dans le cadre du projet Séraphin avec la CNSA. Donc c'est des travaux qui sont en cours. Je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus, mais je peux toujours essayer de me rapprocher de mes collègues pour vous fournir une réponse. L'expérimentation de R, ça, je répondrai après, mais attention, les outils de test. Attends, je vois une question de Julien. Julien, si tu veux, je te réponds après. Je finis juste les outils de test. Non, mais, je vois le truc défiler à droite et en même temps, je sais que je dois présenter la slide rapidement parce qu'on est short sur le temps. Alors, l'espace de test d'interopérabilité et système d'information, donc c'est la plateforme Gazelle que j'évoquais tout à l'heure en présentant les grands axes du CISIS, de l'interopérabilité. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir vérifier, donc faire les tests de conformité donc des différents volets quand ils sont implémentés, vérifier effectivement si ça colle aux spécifications et si c'est bien conforme aux différents schémas, que ce soit le schéma CDA et conforme aux spécifications qui sont émises en fonction des différents profils utilisés, comme par exemple pour la biologie. Et donc, l'idée, c'est que ça s'adresse à tout le monde. Ça implémente donc forcément les fameux référentiels que j'évoquais comme la bio à l'intérieur. Ça implémente aussi les référentiels ROR. Et donc, ça permet de vérifier donc, la conformité des tests. Et l'idée, c'est que c'est maintenant en libre service. Donc, ça permet tout à chacun de pouvoir aller vérifier effectivement la conformité des documents qui sont implémentés. Alors, ça s'adresse à qui? Plus ou moins à tout le monde. C'est assez bien expliqué. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aller voir tout ça. Et puis, l'idée, c'est qu'on est là aussi pour vous aider, comment ça s'appelle, à comprendre l'outil test si besoin. C'est encore moi, c'est bleu, c'est ça? Vas-y. C'est moi. Je vais y arriver. Alors, service pour l'ANS, donc l'espace de test. Donc, ça se décline comme ça, ce qu'il y a à l'intérieur pour l'instant. Donc, on retrouve pour le CDA, donc le volet de synthèse médicale, le fameux VSM, le CR2 que je viens d'évoquer. Forcément, donc la lettre de liaison d'entrée et de sortie de l'établissement, le dossier de liaison d'urgence, la télémédecine, la demande de télémédecine et la vaccination. Donc, en format Fire, aujourd'hui, il y a 2 volets qui sont disponibles en test. C'est bien l'agenda partagé et de liaison. Et en format Fire, donc pour la CNSA, j'avais parlé un peu de CNSA tout à l'heure, pas spécifiquement de ça, donc pour les SI MDPH. Et sur les services d'interop santé, on a la possibilité justement de pouvoir tester des briques Fire, comme le patient, le patient manager et QH' en XML. Et pour les services IHE, forcément, Gazelle est aussi utilisé par IHE, donc on a la possibilité de tester beaucoup de choses. En format CDA, ici on a le Fire, on a le domaine pharma, basique, et puis pas mal d'autres profils, notamment PCC, QRPH, etc. Et dans les XD, donc dans les cross-documents, donc on a à peu près tout, donc notamment le XDM qu'on a évoqué tout à l'heure. On a du XDW, on a toujours du HSL, donc les certificats, et du DICOM pour l'imagerie. C'est encore à moi. Résultat des tests d'interopérabilité. Vous pouvez retrouver les solutions des éditeurs, un système d'information de santé testé conforme au référentiel d'interopérabilité. Donc là, l'idée, c'est qu'à partir de la page de l'outil test, du test sur notre site, vous pourrez taper un éditeur pour pouvoir retrouver effectivement ces résultats, savoir s'il a participé ou pas à certains projets Caton qui ont pu être organisés par l'agence. Alors là,
Voilà, là, c'est rose, donc c'est ma couleur. Donc, pour conclure, avant d'essayer de vous répondre rapidement à quelques questions, donc on voulait vous partager donc le site Genius où vous pouvez retrouver la boussole de la doctrine, donc évidemment qui est à jour des informations de la V 2020. Donc, c'est assez ludique et ça vous permet d'accéder aux différentes informations des thématiques et de vous orienter un petit peu. Donc, voilà, ça peut être assez ludique aussi en interne dans vos structures pour vous approprier la doctrine technique. Vous dire aussi qu'on va pas tarder à lancer les travaux de mise à jour de la doctrine technique dans sa version V 2021. Hein, le temps passe vite et qu'on essaiera de pouvoir vous communiquer d'ici la fin de ce semestre un planning de webinaire pour être un peu à votre écoute et pouvoir collecter les retours terrain par rapport à cette V 2020 et aux attendus de la V 2021. Voilà, et puis vous allez retrouver, comme on l'a déjà dit, l'ensemble de ce webinaire en replay ainsi que le support sur le site e-santé.gouv.fr. Voilà, vous pourrez prendre le temps, si vous avez encore quelques petites secondes, pour nous faire un retour. Donc, c'était un webinaire très dense et le temps passe toujours trop vite. Mais voilà, on pense qu'en tout cas, sur l'ensemble, c'était intéressant de pouvoir se faire ensemble ce point à date. Mais en tout cas, on vous remercie vivement de votre participation à ce webinaire. Et on espère que ça vous a intéressé et qu'on vous reverra bientôt. Si vous pouvez prendre quelques minutes pour nous répondre hein, sur le petit questionnaire via le QR code ou le lien qui s'affiche. Et merci à tous encore une fois. Merci à tous les intervenants qui ont participé à ce webinaire.